J'espère qu'il vous tarde de connaître la suite, parce que moi, eh bien, j'ai hâte de vous la raconter. Suite et fin du conflit FISA-FOCA. Évidemment, j'invite ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes à aller les visionner avant celui-ci afin de bien comprendre l'histoire. La paix semble être revenue dans les paddocks de Formule 1, mais le conflit pourrait être relancé dès la première course de la saison 1982 à Kyalami. Installez-vous confortablement, le 4e et dernier épisode du conflit FISA-FOCA, c'est parti. Les nouvelles règles concernant l'arrivée d'une super licence, mêlées à des modifications des contrats des pilotes, provoquent la colère chez ces derniers. En effet, deux choses les irritent. D'une part, les pilotes devront préciser la durée de leur contrat pour que la super licence leur soit donnée. Et d'autre part, ils doivent s'engager à ne pas causer de tort à la Formule 1 ou à leurs équipes sous peine de sanctions. Des propos bien vagues qui permettent de pénaliser n'importe qui au bon vouloir des instances. La plupart des pilotes ont signé sans réfléchir, mais quelques-uns se sont rendus compte de la supercherie et refusent de signer. La FISA leur met la pression sous peine de ne pas pouvoir participer au Grand Prix, mais les pilotes, menés par Didier Pironi et Niki Lauda, se rassemblent et menacent de faire grève. Dès lors, Didier Pironi, président du GPDA, s'occupe des négociations. Essuyant des refus de la part d'Ecclestone et de Balestre, le Français ne flanche pas. Le lendemain, les pilotes louent un autocar et se dirigent à Johannesburg, dans l'hôtel Sunnyside. Pironi retourne ensuite au circuit pour négocier, mais rien n'y fait. Balestre et Ecclestone ne cèdent pas. Pire, le président de la FISA déclare que tous les pilotes seront bannis s'ils ne signent pas la nouvelle réglementation le lendemain matin. Et Jean-Marie ne s'arrête pas là, il déclare même qu'il est prêt à décaler le Grand Prix d'Afrique du Sud d'une semaine, le temps d'appeler 30 nouveaux pilotes. Les écuries mettent la pression à leurs pilotes qui, à l'exception de Théo Fabi, ne cèdent pas. L'entente entre tous ces hommes fait plaisir à voir et elle est inconcevable de nos jours. Certains font de la musique, d'autres des sketchs, bref, ils sont en colonie de vacances. Le lendemain, Balestre s'incline et trouve un accord avec Didier Pironi. Les articles du nouveau règlement qui posent problème aux pilotes seront réécrits. Les pilotes regagnent leur box et s'apprêtent à disputer le week-end de course. Mais Ecclestone, toujours propriétaire de Brabham, refuse que Piquet prenne le volant. Mais Villeneuve informe ses collègues, si Piquet ne peut pas prendre le volant, la grève reprendra. Bernard accepte et le week-end de course a lieu. Mais Balestre non plus n'accepte pas la défaite facilement. Sitôt la course terminée, il annonce que la super licence des pilotes grévistes est suspendue jusqu'à nouvel ordre. S'il ne compte pas vraiment suspendre 27 des 30 pilotes, il les sanctionne d'une amende. Les pilotes sont indignés, mais les équipes les soutiennent, ils paient leurs amendes. L'affaire est close. Balestre ne s'est pas fait que des amis avec cette manœuvre. Durant les 2 mois qui séparent les 2 premières courses de la saison 1982, le conflit FISA-FOCA a trouvé de quoi être relancé. La FOCA se plaint d'inégalités de performance que procurent les moteurs turbo. Car même si les plus fortunés de la FOCA ont investi dans cette technologie, plusieurs équipes souhaitent l'interdiction de ce type de moteur. Mais ce qui fait le plus débat, c'est Balestre. Le français laisse entendre que la saison 83 se tiendra avec des nouvelles réglementations techniques. L'effet de sol sera interdit, on pouvait s'y attendre, c'est le combat de Balestre depuis des années. Mais plus surprenant encore, le français annonce que la consommation d'essence sera limitée afin de contrer la suralimentation. Logiquement, Balestre se met à dos les écuries légalistes qui le soutenaient. Toutes ces annonces relancent le conflit. De plus, l'autoritarisme de Balestre joue contre le français qui remet en cause les accords Concorde. Il dénigre ouvertement les constructeurs qui, selon lui, ont pris le pouvoir. Il souhaite dorénavant se dégager des accords Concorde qui, selon ses dires, empêchent la FISA d'œuvrer correctement. De plus, la FIA déclasse la Brabham de Piquet et la Williams de Rosberg du Grand Prix du Brésil, pour poids minimal non respecté. Mais Balestre ne s'arrête pas là. En qualité de président de la FFSA, il demande la disqualification de plusieurs autres voitures qui auraient triché lors de ce même Grand Prix. La réponse de la FOCA est directe et sans appel. Après avoir longuement délibéré, les équipes se mettent d'accord pour ne pas participer au Grand Prix de Saint-Marin. Y compris Ligier qui a rejoint discrètement la FOCA. En revanche, Tyrrell, Toleman et ATS participent au Grand Prix pour satisfaire leurs sponsors. Bernie ne s'arrête pas là et il veut aussi annuler l'épreuve. Et c'est son droit.
c'est le promoteur du championnat. Pour ce faire, il interdit la diffusion de la course, mais la télévision italienne décide de prendre la relève et assure la retransmission pour plusieurs pays européens. C'est avec seulement 14 voitures que le Grand Prix de Saint-Marin se tient. Enzo Ferrari défend évidemment la technologie turbo et la suralimentation des moteurs en F1. La récente déclaration de Balestre vont contre cette technologie et le Commendatore organise la révolte des turbos. Renault, Alfa Romeo, BMW, Porsche, Honda et Hart suivent le vieil homme de 84 ans. Balestre, entre deux commentaires tranchants destinés à la FOCA, ne manque pas de répondre à la nouvelle association des légalistes en se cachant derrière l'argument de sécurité. Selon lui, les écuries devraient prendre plus soin de leurs pilotes que de leurs intérêts commerciaux. Pour le coup, on peut pas dire qu'il est tort. Diviser pour mieux régner pourrait être la devise de Balestre en ce printemps 1982. L'ambiance est très pesante après l'accident mortel de Gilles, et Balestre continue ses accusations tout azimut. Mais au final, il est encore plus difficile de différencier clairement les parties prenantes du conflit. Les légalistes sont embrouillés et ne soutiennent plus la FISA. Et la FOCA semble moins soudée qu'auparavant sur l'interdiction des moteurs turbo. En effet, la plupart des équipes ont trouvé des fournisseurs. Brabham à BMW, McLaren prépare le TAC Porsche et Williams le Honda. Difficile d'y voir clair. Les agissements autoritaires de Balestre ne font que desservir le français qui a du mal à mener les débats sur les règlements 1983. La FOCA souhaite conserver les jupes aérodynamiques et les grands constructeurs, légalistes comme indépendants, luttent ensemble contre les demandes de Balestre concernant les moteurs. Au final, à force de perdre l'avantage, Balestre se range du côté des grands constructeurs. Les constructeurs semblent prendre le pouvoir dans les négociations. Voyant leurs représentants respectifs se taper dessus, ils font preuve de maturité et font avancer les pourparlers. Les légalistes acceptent de revoir leurs intérêts et en échange, la plupart des équipes de la FOCA acceptent d'abandonner les jupes. Certaines écuries comme Tyrrell ou Ligier luttent encore et toujours contre les moteurs turbo, mais leur combat semble perdu d'avance. Si les écuries de la FOCA souhaitent conserver les jupes aérodynamiques, Balestre viole les accords Concorde pour interdire l'effet de sol. Normalement, l'unanimité des équipes est requis pour ce genre de changement réglementaire. Mais les pions ne sont plus disposés de la même façon. Maintenant, la plupart des grands constructeurs de la FOCA sont équipés de moteurs turbo. Ils n'ont donc plus besoin de l'effet de sol pour contrer les grands constructeurs automobiles. Les petits indépendants, quant à eux, devront faire avec. Mais Balestre leur fait une faveur. Ces petites équipes qui font le charme de la F1 pourront diminuer leur poids minimum. Enfin, Eccleston n'a aucun intérêt à repartir en guerre. L'intérêt grandissant des spectateurs pour la Formule 1 ont engendré des revenus télé de plus en plus exorbitants, faisant d'Eccleston la personne la plus influente de la Formule 1. Depuis les premiers accords Concorde, Bernie Eccleston a obtenu officiellement ce qu'il voulait au départ, le pouvoir économique de la Formule 1. Et en 1982, il crée la FOCA TV qui gère les droits de diffusion de la Formule 1. L'ère Eccleston vient de commencer. Aujourd'hui, malgré plusieurs rectifications faites sur les accords Concorde, le schéma dessiné en 1981 reste grossièrement le même aujourd'hui. Bernie Eccleston a vendu Brabham dans les années 80 et s'est concentré uniquement sur l'économie de la Formule 1. Balestre, lui, a été élu président de la FIA en 1985 et a cumulé ainsi 3 mandats, FFSA, FISA et FIA. En 1991, Max Mosley, l'associé d'Eccleston, succède à Balestre à la FISA et 2 ans plus tard à la FIA. Les deux entités, FISA et FIA, fusionnent alors. C'est le dernier coup de maître d'Eccleston. Désormais, il a placé tous ses pions pour mener à bien son empire. En 1987, lors des deuxièmes accords Concorde, Bernie Eccleston fonde la FOPA, la Formula One Promotion Association qui gère les droits télé. Cette entité deviendra la FOM, qui gère aujourd'hui tout le côté marketing de la Formule 1. L'ère Eccleston sera marquée par un affaiblissement progressif du pouvoir de la FIA. Mais pas seulement. Bernie Eccleston a progressivement retourné sa veste et fait subir aux constructeurs ce pourquoi il s'est battu en diminuant leurs droits et leur importance dans les négociations. Le conflit FOTA-FIA de 2009 en est la preuve. Mais en 2013, de nouveaux accords Concorde ont été votés. Dès lors, la direction de la Formule 1 est confiée à un groupe stratégique.
Celui-ci est composé de la FIA, de la FOM et des 6 meilleurs constructeurs qui, aujourd'hui, regroupent toutes les équipes, les pilotes, les plus gros sponsors, etc. Donc, en gros, le pouvoir de la FIA est noyé entre plusieurs institutions. Le règne d'Eccleston prend fin en 2017, lorsque Liberty Media rachète la majorité des parts de la F1. Eccleston est écarté et c'est désormais un bureau de 3 personnes qui pilotent la Formule 1. Aujourd'hui, c'est Stefano Domenicali qui est à la tête. Plus altruiste, il n'en reste pas moins un descendant de la FOCA et des agissements d'Eccleston. En définitive, celui qui a gagné le conflit FISA-FOCA, c'est Bernie Eccleston. Mesdames et messieurs, après 4 épisodes, nous sommes arrivés au bout du conflit FISA-FOCA. Je tiens sincèrement à tous vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à cette série. Vraiment, ça fait plaisir. Vous avez été nombreux à m'encourager, à me féliciter pour le travail que j'avais fourni. Et ça fait vraiment très plaisir. Pensez à partager la playlist qui est maintenant complète ou épisode indépendamment. Vous faites comme vous voulez. À partager, ça permettra de mieux faire connaître cette série. Si elle vous a plu, c'est une des meilleures façons pour vous de me remercier. Pensez à l'abonnement, aux commentaires, aux pouces bleus, tout ça. N'oubliez pas que sur le côté gauche de l'écran, il y a les logos des réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire, La Piste, qui vous attend pour des vidéos. Il devrait avoir un vlog qui devrait sortir dans pas trop longtemps sur le week-end qu'on a passé avec Smax à Albi. Donc allez faire un petit tour, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Salut les fans. La 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 la. Putain, ça me fait quelque chose. Ah ouais. Fini. Et que se passe-t-il? D'accord. Ok, bon, il y a un écran qui marche plus. Mais c'est magnifique. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, la FOCA n'existe plus, mais la FIA existe toujours. Voilà, c'est le seul parallèle que j'ai réussi à trouver pour dédramatiser ce qui vient d'arriver, parce que je crois qu'il y a un problème, donc ça me fait chier. Et du coup, je vous laisse. Des bisous à tous. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Et ça me fait vraiment un petit quelque chose au cœur de devoir arrêter cette série. Mais bon, c'est comme ça. C'était beau, on a profité. Mais il y aura d'autres trucs vraiment cool, un petit peu de ce type-là, qui devra arriver. Donc merci à vous tous. Des gros bisous. Et voilà.